Oui, je suis particulièrement heureux de participer à un symposium sur Deleuze, parce que c'est la première fois que je pratique cet exercice. Donc mon intervention, c'est le naturalisme deleuzien dans le cinéma américain contemporain, et en fait j'ai axé vraiment mon travail sur le réalisateur américain David Lynch. Je vais en parler après. Donc le naturalisme, c'est une notion complexe puisqu'elle est présente en philosophie, en sciences, en art, aussi bien en art plastique, en littérature, en théâtre et en cinéma. C'est un terme polysémique selon la discipline dans laquelle il est employé et donc très difficile à définir, particulièrement en philosophie et en art, notamment parce qu'il repose sur des notions elles-mêmes très complexes et discutées, en philosophie la nature et en art le réalisme. Nous décidons de traiter uniquement par souci de temps les écrits de Deleuze sur le naturalisme en art, même si son approche du naturalisme en philosophie, à travers Lucrèce notamment, pourrait nous apporter beaucoup. Donc Gilles Deleuze, décédé en 1995, aurait pu connaître le travail de David Lynch. Il aurait même pu utiliser ses films dans sa classification des images et des signes de l'image-mouvement, même si Lynch n'avait fait que 2 films en 1983, donc la date de parution de l'image-mouvement, que sont Eraserhead en 1977 et Elephant Man en 1980. À notre connaissance, jamais Deleuze n'a évoqué son œuvre. Pourtant, aussi étonnant que cela puisse paraître, nous pensons que l'idée relevée par Deleuze dans les romans d'Émile Zola, puis dans les films des réalisateurs qu'il nomme naturalistes, correspond avec l'idée et l'esthétique des films de David Lynch. Étonnant car David Lynch est bien plus associé à un certain surréalisme, peut-être un surréalisme de doxa, pour lequel la présence d'images oniriques suffisent, qu'au naturalisme, là aussi de doxa, principalement ce que les critiques littéraires et cinématographiques ont retenu de la méthode de travail de Zola, ce qu'il a lui-même écrit et ce qu'il a donné comme précepte dans son livre Le roman expérimental. Euh, donc les règles de la méthode naturaliste d'écriture, l'imitation exacte de la nature, l'expérimentation, documentation scientifique, objective et rigoureuse, la foi dans le déterminisme des phénomènes naturels. Donc ce naturalisme-là de discours, c'est ce que Henri Mitterrand, grand spécialiste de Zola, nomme donc le naturalisme de discours et qu'il oppose au naturalisme de récit, celui donc dont Deleuze se sert et qui est présent dans les livres et non pas dans les ouvrages théoriques d'Émile Zola. C'est difficile d'affirmer la présence pure ou la prospérité des règles et de ce naturalisme de discours de Zola dans les arts depuis la mort de l'écrivain français. L'expressionnisme, le cubisme, le dadaïsme, puis le surréalisme ont en quelque sorte fait voler en éclats la figure de l'artiste positiviste et dévoué à l'objectivité, au réalisme, à l'imitation exacte de la nature. C'est davantage autour de son idée ou de ses sensations que le naturalisme zolien perdure, idée, sensation observée par Gilles Deleuze à partir de 1969 dans la préface de La Bête humaine, donc d'Émile Zola, puis au travers du cinéma dans le 8e chapitre de l'image-mouvement, intitulé De l'affect à l'action, l'image-pulsion. Je parle de sensation parce que Deleuze, quand il s'adressait à ses étudiants dans ses cours, leur disait que c'était quelque chose qu'ils pouvaient ressentir eux-mêmes dans leur vie, le naturalisme. Je vais expliquer pourquoi, notamment par rapport à la présence du monde originaire du milieu réel. Je vais revenir là-dessus. La rencontre Lynch-Zola n'est pas si étonnante selon cette idée ou cette sensation. Pour Deleuze, en effet, le naturalisme est un surréalisme particulier. Donc ça, c'est dans le 8e chapitre de l'image-mouvement, ou même le premier surréalisme, la première forme de surréalisme. Donc ça, il le dit dans le cours du 18 janvier 1983 à l'Université Paris 8. Donc, dans un premier temps, on va présenter le naturalisme deleuzien pour ensuite observer sa correspondance avec le cinéma de Lynch à travers la description de certaines scènes et on finira par une vidéo de montage entre la voix de Deleuze et des extraits des films de Lynch. Le but de la présentation, c'est de montrer que le naturalisme tel que conçu par Deleuze reste tout à fait actif et vivant aujourd'hui, mais aussi que le rapport avec le surréalisme n'est pas si incongru. Donc la première originalité de Deleuze dans sa conception du naturalisme par rapport encore une fois au naturalisme de doxa ou de discours, c'est que pour lui, il est essentiellement cinématographique dès son apparition dans les arts, donc en roman. Le naturalisme en roman contenait selon lui en puissance la matière des images en mouvement. Donc là, je cite Deleuze dans sa préface de La Bête humaine. Nous savons bien aujourd'hui que le génie des naturalistes est cinématographique. Ils inventaient une matière nouvelle en dehors de cet art, avant cet art. Fin de citation. Sans doute car le style d'écriture naturaliste procède déjà par scène, par succession d'images, de mouvements sensorimoteurs liés par une unité dramatique et géographique.
Deleuze donne l'exemple d'une scène du premier roman de Guy de Maupassant, auteur naturaliste, dans Une vie, dans lequel le géant Fourville, trompé par sa femme, déplace tout entière la cabane ambulante dans laquelle se trouvent sa femme et son amant, l'entraînant dans la pente rapide et la tempête. C'est déjà une scène de cinéma. Une autre idée active traverse donc le naturalisme et, je cite Deleuze, les héritiers du naturalisme ne sont pas les médiocres disciples de Maupassant ou de Zola, mais la grande période du roman américain, Francis Scott Fitzgerald, Thomas Wolfe ou Ernest Hemingway. Et avec elle le cinéma en des sens très différents, par exemple Griffiths, Troim, Buñuel et Renoir. C'est la fêlure qui cimente le pont entre la grande période du roman américain et les cinéastes, terme employé par Zola dans La bête humaine pour décrire l'inquiétante tension, d'abord interne, que ressent Jacques Lantier et ses ancêtres de la famille Macquart, tension créant dans son être, là je cite Zola dans La bête humaine, dans son être de subite perte d'équilibre, comme des cassures, des trous par lesquels son moi lui échappait. Trous, fin de citation. Trous, crevasse de la pensée consciente et morale, par laquelle passent la plupart des manifestations de violence, la fêlure s'oppose selon Gilles Deleuze à l'instinct, ou tempérament, appétit chez Zola, qui est quant à lui l'effort de conservation d'un genre de vie déterminé dans un milieu historique et social, en l'occurrence le Second Empire pour Zola. En tant qu'effort que le corps invente pour se donner les meilleures chances de survie, l'instinct n'est pas toujours santé et énergie positive, il est parfois puissance ambiguë qui pousse à de néfastes et destructrices tendances, surtout dans les milieux sociaux les plus pauvres, typiquement l'alcoolisme. Le texte sur la fêlure et l'alcoolisme dans l'œuvre de Francis Scott Fitzgerald, notamment sa nouvelle La fêlure, écrite en 1934, dans le 22e chapitre de Logique du sens, confirme la rencontre entre Zola et les écrivains américains pour Deleuze. Le naturalisme ne consiste donc pas uniquement en la description ou imitation d'un milieu réel et en l'observation de l'instinct des personnages dans ce milieu, donc dans leur conservation, leur effort de conservation. Il faut aussi s'en opposer, la fêlure ou la pulsion de mort. Cette fêlure, ce trou, cette crevasse ouvre déjà la porte vers le surréalisme. Breton décrit le surréalisme comme une dictée de la pensée en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, comme si l'artiste devait éprouver lui-même cette fêlure pour accéder au fonctionnement réel de sa pensée. L'idée principale de Zola fut, selon Deleuze, de doubler les milieux réels avec des mondes originaires. Et c'est même de ces mondes originaires que lui vient sa force de description réaliste, par la lutte interne des personnages entre leur instinct et leur pulsion. Deleuze passe donc par Zola, puis par la grande période du roman américain pour en arriver à l'idée naturaliste au cinéma, qui reste la même, doubler les milieux réels avec des mondes originaires. Par rapport à ça, c'est intéressant de voir que Deleuze cite Buñuel en disant que c'est un naturaliste au cinéma et qu'il a donc la même idée que Zola en cinéma, c'est-à-dire doubler les milieux réels avec des mondes originaires, sans que Buñuel n'ait lu Zola et il dit même qu'il l'aime, enfin, qu'il l'ait lu, il a détesté ça. Donc il n'y a pas véritable rencontre dans la vie, mais c'est une rencontre esthétique. Dans le vocabulaire déleuzien de l'image-mouvement, le milieu réel est un lieu géographiquement et historiquement déterminable. Il s'agit du lieu d'actualisation du cinéma d'action. Les lieux sont connus des personnages et des spectateurs et les repères temporels sont présents. Le monde originaire est plus compliqué à définir, c'est un pur fond, ou plutôt un sans fond, un milieu latent communiquant avec ce milieu réel. On le reconnaît, donc là je cite Deleuze, à son caractère informe, fait de matière non formée, ébauche ou morceaux, traversé par des fonctions non formelles, actes ou dynamisme énergétique qui ne renvoient même pas à des sujets constitués. Les personnages y sont comme des bêtes, l'homme de salon un oiseau de proie, l'amant un bouc, le pauvre une hyène. Non pas qu'ils en aient la forme ou le comportement, mais leurs actes sont préalables à toute différenciation de l'homme et de l'animal. Ce sont des bêtes humaines. Donc là, évidemment, référence au livre de Zola, La bête humaine. La non-actualisation des formes, qui donne donc à l'image des morceaux, de corps, d'autres choses, on va développer après. L'absence de morale, la répétition d'actes obsessionnels et sans pulsion de mort font du monde originaire un monde irréaliste, absurde et surtout surnaturel, et c'est paradoxal entre naturalisme de discours ou de doxa. Pulsion de faim, donc ce qui donne des morceaux de viande à l'écran, pulsion de sexe, des parties du corps humain, pulsion d'argent, les pièces, mais aussi des pulsions plus spirituelles, pulsion de servilité, pulsion de parasitisme, pulsion de paternité. L'essentiel étant de mettre en morceaux l'objet convoité pour assouvir les besoins de la pulsion et ainsi entraîner le milieu réel dans une pente, une entropie, qui fera se terminer le récit comme dans un champ d'ordures dans lequel il n'est plus possible d'émietter davantage les objets de pulsion.
Donc regroupé sous le signe de l'image pulsion au cinéma, qui se trouve entre l'image affection dont on parlait dans l'intervention précédente et l'image action. Deleuze dit que l'image pulsion, c'est comme de l'affect dégénéré ou de l'action embryonnée. Les incursions visuelles du monde originaire dans le milieu réel sont appelées symptômes par Deleuze, la représentation des morceaux arrachés par la pulsion fétiche et les cinéastes médecins de la civilisation, puisqu'ils diagnostiquent le taux de morbidité dans un milieu réel. On verra tout à l'heure des exemples donc, dans le cinéma de David Lynch. L'influence scientifique positiviste du naturalisme de discours s'associe, grâce à cette caractérisation de Deleuze, totalement avec le naturalisme de récit, qui confirme que l'enfant que Deleuze fait dans le dos de Zola n'est pas si monstrueux. Cette association est donc possible grâce à la notion de pulsion, aussi bien en tant que manifestation physiologique et biologique à étudier, comme le dit Claude Bernard, sur le travail duquel Zola crée son naturalisme. La médecine expérimentale sera simplement la science qui cherche à remonter aux causes prochaines des phénomènes de la vie à l'état sain et à l'état morbide, qu'en tant que force ancestralement problématique et avilissante, ce qui dans l'homme relève de la nature et lui est commun avec les animaux, tel que défini dans le dictionnaire technique et critique de la philosophie par André Lalande. La notion fait partie de l'histoire du naturalisme, mais c'est Gilles Deleuze qui, dans l'image mouvement en 1983, ainsi que dans la préface de La bête humaine en 1969, associe pour la première fois naturalisme, pulsion et cinéma, en étant précurseur entre chacun de ces rapprochements. Il est le premier à avoir identifié l'écriture zolienne comme une écriture de la pulsion, rapport naturalisme-pulsion. Il est aussi le premier qui imagine les avatars du naturalisme au cinéma, rapport naturalisme-cinéma. Il est également le premier à voir le naturalisme comme premier surréalisme ou comme surréalisme particulier, à faire le pont entre l'intérêt des surréalistes pour les théories freudiennes de l'inconscient, la théorie des pulsions, ainsi que pour l'idéal primitif, l'archaïque toujours présent chez l'homme moderne, et le constat naturaliste sur les besoins pulsionnels de l'homme. Malgré le fait d'utiliser le nom de Griffiths dans la préface de La bête humaine comme cinéaste héritier du naturalisme, nom qu'il retire de l'image mouvement, Deleuze doute, dans son cours du 18 janvier 1883, de la possibilité d'un cinéma naturaliste américain. Donc là, je cite Deleuze qui, donc, dans un cours, c'est de l'oral, filmer des pulsions et leurs objets, à ma connaissance, le cinéma américain, quelle que soit sa puissance, n'a jamais rien compris à ce problème. Si bien que Stroheim et Buñuel ne pouvaient pas être intégrés dans le cinéma américain, même quand ils étaient à Hollywood ou quand ils y allaient. Le vrai truc du cinéma américain, en simplifiant beaucoup, ça a été le cinéma d'action. Ils ne croient pas à des idées de monde originaire. Forcément, l'idée des mondes originaires, c'est une idée tellement européenne. Découvrir des mondes originaires sous les états de choses déterminés, ce n'est pas du tout une idée d'américain, c'est une idée de vieil allemand ou d'espagnol un peu tordu. Donc le vieil allemand, c'est Stroheim, et l'espagnol un peu tordu, c'est Luis Buñuel. Fin de citation. L'image action du cinéma américain que Deleuze assigne au réalisme est une réponse à une situation. Il s'agit de la manière d'agir ou de réagir d'un personnage dans un milieu déterminé. Habitus, comportement, attitude, caractère remplacent les actes et dynamisme énergétique du naturalisme. Cela ne peut pas dire que les pulsions n'ont jamais existé dans le réalisme, dans le cinéma d'action, mais celles-ci y apparaissent sous des formes dérivées, sont cachées par des émotions, sont rapportées à un comportement. Comment décrire le comportement de la mère de Jeffrey dans Blue Velvet, sorti en 1986 de David Lynch? Celle-ci ne parle presque pas, ne réagit pas à la mort de son mari et regarde en boucle des émissions de télévision dont le son est coupé. Et celui de Marie, la petite amie de Harry et de sa famille dans Eraserhead, premier film du réalisateur. Convulsions inexpliquées et pleurs de Marie, propos incohérents du père qui tient à montrer ses genoux, grand-mère immobile dont le corps est utilisé pour poser le plat de nourriture, à laquelle on donne une cigarette sans qu'elle en inhale la fumée. C'est une parenthèse, la figure de la vieille paralysée récurrent chez David Lynch, qui est aussi chez Émile Zola. On retrouve ce personnage notamment à travers la mère Raquin dans Thérèse Raquin, ainsi que par le personnage de Fazi dans La bête humaine. Transe de la mère au moment de découper le poulet mort-vivant, tentative de rapport sexuel avec son beau-fils après lui avoir demandé s'il couchait avec sa fille, scène répétée entre la mère ivre, Marietta, et Sailor dans Sailor et Lula, sorti en 1990, et le comportement de Sailor atteint de bouffées de violence, et de sa belle-mère cherchant à le tuer, qui hurle, vomit. Comment parler du comportement de l'homme-éléphant, John Merrick, dans Elephant Man, sorti en 1890. Celui-ci doit pallier à ses difformités physiques de naissance qui l'empêchent d'accéder à l'habitus canonique d'un Anglais du XIXe siècle.
Impossible d'agir en société à cause de son apparence, qui prend le pas sur toute manière d'être. Impossible également de poser sa tête sur un oreiller, de dormir sur le dos à cause de la taille de son crâne. Je ne suis pas un animal, je suis un être humain, je suis un homme, s'exclame-t-il devant la horde le poursuivant. Son souhait de entrer dans l'action courante, de boire le thé, d'aller au théâtre, son instinct de conservation zoolien, sera toujours rattrapé car il est le résultat d'une fêlure, d'une pulsion originaire dont il ne peut pas se libérer. C'est la première scène du film, celle qui suggère le viol de sa mère par un éléphant. Pourtant, John n'assouvit jamais ses pulsions physiques et on ne le verra jamais morceler quoi que ce soit. Au contraire, il prend soin, fétichise certains objets, la photo de sa mère et l'église en carton qu'il construit lui-même. Tous ces objets seront cassés ou volés par le gardien de nuit de l'hôpital et sa bande d'amis et deviendront fétiches, mais au sens de Leuzien, c'est-à-dire morceaux arrachés par la pulsion. Car ce sont tous les autres personnages du film, à l'exception de la plupart des femmes, qui feront acte de perversion et de bestialité envers John. Donc là, je cite Deleuze, c'est un rapport constant de prédateur et de proie. L'infirme est la proie par excellence parce qu'on ne sait plus ce qui est morceau chez lui, la partie qui manque ou le reste de son corps. Fin de citation. En effet, John est comme pris dans les griffes du gardien et de ses amis alcooliques, forcé à embrasser deux des femmes présentes, forcé à boire de l'alcool, forcé à se regarder dans un miroir. L'affect dégénéré et l'action embryonnée des personnages lynchiens ne doivent pas nous faire croire à un manque de puissance descriptive des milieux, et la plupart de ces films, les films de Lynch, sont marqués historiquement et géographiquement. Que ce soit la ville industrielle désolée, inspirée par la ville de Philadelphie de la fin des années 70 de Eraserhead, l'Angleterre victorienne de la fin du 19e siècle pour Elephant Man, Arrakis en l'an 101-91, ou 10 191 plutôt, pour Dune, la ville imaginaire de Lumberton dans une région forestière dans les années 80, mais avec des personnages bloqués dans les années 50. C'est principalement par le matériel technologique que nous savons dans les années 80, quelque part entre la Caroline du Nord et la Caroline du Sud, comme l'indique l'intertitre du début. Puis le désert américain de Sailor et Lula, la bourgade imaginaire de Twin Peaks, occupée par 51 201 habitants, comme l'indique la plaque à l'entrée, elle aussi dans une région forestière dans les années 90. Pour la série et pour le film Twin Peaks, Firewalk With Me. La ville de Los Angeles, à laquelle mène l'autoroute perdue de Lost Highway et dans laquelle les interphones, cassettes VHS indiquent là aussi le milieu historique, fin des années 90. Le voyage vers le Wisconsin en 1994 pour une histoire vraie. Los Angeles pour Mulholland Drive, le nom d'une artère proche de Sunset Boulevard au début des années 2000. Et enfin, la Caroline du Sud pour Inland Empire. Inland Empire est le nom informel d'une région de Californie au début des années 2000 également. Notons que pour Deleuze, le fait d'inventer un lieu filmique imaginaire, c'est le cas pour Twin Peaks, Blue Velvet et Dune, n'empêche nullement de le catégoriser comme milieu réel. D'ailleurs, certains films utilisés par Deleuze pour présenter le naturalisme dans l'image-mouvement inventent leur milieu réel, comme le royaume de Monte Blanco dans The Merry Widow, la veuve joyeuse en français, d'Eric von Stroheim, ou le pays imaginaire d'Amérique latine inventé par Manuel dans La mort en ce jardin. Outre Elephant Man et Dune, ces deux seuls scénarios non originaux, avec celui de Sailor et Lula, les films de David Lynch peignent l'Amérique, qu'elle soit celle urbaine de Los Angeles et du milieu artistique, l'actorat dans Mulholland Drive et Inland Empire, la musique dans Lost Highway, mais aussi des zones intermédiaires, petites villes proches de la forêt, les villes fictives de Twin Peaks et de Blue Velvet, et les milieux ruraux ou désertiques, sous forme de road trip dans Sailor et Lula ou The Straight Story. Je suis originaire du Montana et c'est vraiment l'Amérique profonde, mais il est vrai qu'aux États-Unis, beaucoup pensent que je suis européen. Donc ça, c'est une citation de David Lynch, une interview. P1, car si l'on suit Gilles Deleuze, l'idée du monde originaire découvert sous les milieux réels est une idée européenne, même si nous avons vu précédemment que l'idée de fêlure en roman avait voyagé outre-Atlantique au XXe siècle. Sous le vernis léger et couleur bonbon de la ville de Lumberton se cache par exemple un monde originaire fidèle en tout point à la description du philosophe. Fait d'un mélange de végétation, forêt vierge et herbes et de déchets industriels, routes de voitures, ferrailles, canettes et bouteilles de bière, et dans l'herbe une oreille humaine découpée, investie par une colonie de fourmis. Donc ça, c'est une image qu'on verra tout à l'heure dans la vidéo. Le monde originaire donc là c'est une citation de Deleuze, le monde originaire peut se marquer par l'authenticité d'une zone préservée, un vrai désert, une forêt vierge, mais c'est aussi l'ensemble qui réunit tout, non pas dans une organisation, mais fait converger toutes les parties dans un immense champ d'ordures ou dans un marais, et toutes les pulsions dans une pulsion de mort.
Le monde originaire est donc à la fois commencement radical et fin absolue, et enfin il lie l'un à l'autre, il met l'un dans l'autre, suivant une loi qui est celui de la plus grande pente. Fin de citation. La pente de l'entropie ou du désordre sera en quelque sorte remontée dans le film, sous la forme d'une enquête sur l'origine du morcellement. Donc là, je parle de Blue Velvet. L'oreille, d'abord confiée à des médecins légistes qui détermineront le mode opératoire de l'incision avec des ciseaux, permettra à Jeffrey Beaumont, le protagoniste, de suivre les traces de la création du fétiche. C'est peut-être l'originalité du naturalisme de Lynch par rapport à celui de Von Stroheim ou de Buñuel d'ajouter une valeur investigatrice, policière au diagnostic de la violence pulsionnelle. Ce qui est pour le coup plutôt un apport de la culture cinématographique américaine si l'on pense au film noir. Diagnostiquer les pulsions tel un médecin et remonter vers leur origine tel un détective, c'est aussi ce que fait Lynch dans Twin Peaks, Lost Highway et Mulholland Drive, avec toujours la même difficulté pour trouver un seul et unique criminel responsable. Car il existe deux mondes, l'un réel et l'autre originaire, comme le dit David Lynch quasiment au sujet de Blue Velvet. Donc là, début de citation, il s'agit d'un type, Jeffrey Beaumont, le protagoniste, qui se retrouve dans deux mondes à la fois, l'un agréable, l'autre sombre et terrifiant. Fin de citation. La découverte du monde originaire, sombre et terrifiant, notamment dans l'appartement où se trouve le corps ligoté du mari de Dorothée Valence, sans oreille et des pulsions sexuelles masochistes et sadiques, mais aussi du voyeurisme, la propre pulsion de l'enquêteur Jeffrey, est comme un voyage initiatique pour celui-ci et il lui faudra vivre avec le milieu réel, dans le milieu réel après cette découverte. Au niveau de... Ouais, parce qu'après, c'est surtout des choses que je pourrais commenter. Je trouve qu'a été un très grand moment dans la littérature, le moment de la création de ce qu'on a appelé le naturalisme. Et ce qui me fascinait, c'était quelle différence y a-t-il entre le naturalisme et le réalisme. Si vous voulez, ce sont des auteurs qui considèrent des milieux déterminés. Ils sont même célèbres pour avoir une grande puissance de description des milieux. En sens, c'est des réalistes. Mais quoi? Qu'est-ce qui fait que c'est aussi autre chose que des réalistes? C'est qu'ils nous présentent, mais avec beaucoup d'art, beaucoup d'habileté, ils nous présentent les milieux déterminés, les milieux réels, comme si, il y a un comme si du naturalisme, comme si les milieux réels dérivaient de quelque chose de plus profond qui gronde dans leur fond. Vous vous sentirez naturaliste dans votre cœur, dans votre âme, si vous pensez de la manière suivante. Si les milieux réels que vous fréquentez vous paraissent très bizarrement comme des milieux dérivés de quelque chose qui tombe en dessous et qu'on appellera comment? Alors, le mot là se justifie, c'est ce que j'appelais l'année dernière des mondes originaires. Qu'est-ce que c'est ce monde originaire? Dans les milieux. Alors, dont les milieux réels sont censés dériver. Est-ce que je peux dire, eh ben, c'est le monde de l'animal, c'est le monde de la pure nature, tout naturalisme. Oui et non. Je veux dire oui, parce que le riche, dans un milieu réel, sera, du point de vue naturaliste, comme une bête de proie. Le pauvre, pour le naturaliste, sera aussi peut-être comme une espèce de bête de proie, mais d'une autre sorte. Cette fois-ci une hyène. Est-ce que ça veut dire que l'homme est compris à partir de l'animal? Pas du tout. Ça veut dire, et c'est comme ça qu'ils vivent les naturalistes, suivez-les bien, la distinction de l'homme et de l'animal ne vaut pour les milieux dérivés. Réellement, oui, l'homme n'est pas un animal. Mais si l'on considère les milieux dérivés, les milieux réels, comme dérivant de mondes originaires, au niveau du monde originaire,
La différence, c'est pas que les hommes soient des animaux, c'est que la différence homme-animal n'a pas cours. Comme on dirait, ce n'est pas une distinction pertinente dans les mondes originaires. Et pourquoi? Parce que c'est un monde sans forme. C'est le monde du fond, ou c'est le monde du sans fond. C'est un monde où il n'y a pas d'action, mais où il y a comme des actes. Et des actes sans forme, des actes qui ne renvoient pas à des sujets formés. Le monde originaire, c'est le monde des pulsions brutes. Donc, je ne peux pas plus les assigner à l'homme qu'à l'animal. On peut appeler pulsion toute énergie en tant qu'elle s'empare d'un morceau. Par morceau, j'entends quoi? Un bout arraché de quelque chose. Est-ce une main ou une griffe? Pas de réponse. Ça aura la forme la meilleure pour obtenir le résultat. Quel résultat? Arracher le morceau. Pas question de décrire le monde originaire à côté ou au-dessus du milieu dérivé. C'est au fond du milieu réel que vous trouvez le monde originaire. C'est en fonction du couple dans le milieu réel, comportement-objet, que je vais avoir cette espèce de superposition ou de supposition du monde originaire, qui lui se définit par des pulsions et des objets, pulsions extraites des comportements réels, morceaux arrachés aux objets du milieu réel. Et ça fait un silence. Quand Zola dit, vous savez, moi mon procédé, c'est noircir. Alors évidemment, ça a un sens moral. La vie est pas gaie, la vie est triste, tout ça c'est dégueulasse. Bon, d'accord. Mais ça a un sens pictural là, dans les phrases de Zola. Il s'en cache pas d'ailleurs. Noircir, c'est épaissir les traits. Il s'agit d'épaissir les traits du monde réel jusqu'à dégager leur ligne de convergence dans un au-delà ou dans un fond du monde réel, du milieu réel, fond au-delà qui est le monde originaire.